Comme le montre cette carte du XVIIIe siècle, les Cinque Terre comportent 5 villages établis sur les pans d'une chaîne de montagnes parallèle à la côte, entre le cap de Porto Venere, ouvrant sur l'anse de la Spezia au sud, et la Punta Mesco, en direction de Gênes. C'est en longeant la côte par la mer que l'on dispose des vues les plus spectaculaires sur ces 5 villages et sur la montagne tombant en falaise sur la mer. C'est seulement lorsque les torrents ont façonné de courtes vallées en amphithéâtre, ouvrant sur le littoral, que peuvent s'établir des villages. Le premier village en venant du sud est Rio Maggiore. Arrêtons-nous un instant sur cette photo. Autrefois, ce village, comme tous les autres, était complètement isolé, ne pouvant communiquer vers l'extérieur que par des pistes muletières ou par un antique chemin longeant la côte. Actuellement, il existe une route située à mi-hauteur de la montagne et une voie ferrée établie sur le littoral. En regardant ce village dans son environnement, on ressent immédiatement, en ce mois de mai, son harmonieuse beauté. Les hautes maisons colorées, en forme de parallélépipèdes, serrées les unes contre les autres, sont entourées d'un paysage verdoyant, associant le vert clair des cultures de vignes et d'oliviers, plantées sur des lignes parallèles de restanques et de terrasses, et le vert sombre des pans résiduels de forêt. Le village comporte une rue centrale, donnant sur des ruelles étroites, escaladant les pentes. Cette rue principale est artificielle. Elle est, en effet, construite sur le lit du Rio Maggiore. Le torrent se jette dans la mer par le tunnel que l'on aperçoit en dessous de la rue. Un château fort comportant un donjon fut construit par le seigneur du lieu au XIIIe siècle, sur une crête dominant le village. Actuellement, se développe un nouveau quartier centré autour de la gare. Le bateau se dirige ensuite vers le village de Manarola. Venant du sud, il est masqué par une falaise d'éboulement qui le dissimule. Manarola ressemble beaucoup à Rio Maggiore, avec ses hautes maisons colorées et son amphithéâtre de terrasses cultivées. Comme à Rio Maggiore, la partie aval du torrent est canalisée et coule dans un tunnel portant la rue centrale du village. Pendant que le bateau file vers Vernazza, je voudrais évoquer les conditions historiques de la création de ces villages. Il paraît, en effet, quelque peu surprenant que des gens aient pu s'installer dans des sites a priori aussi peu engageants et à la merci des pirates. Nous passons maintenant au large de Corneglia, le troisième village faisant partie des Cinque Terre, le seul qui soit situé sur une crête. Reprenons notre récit historique. Après la chute de l'Empire romain et jusqu'au XIe siècle,
on ne trouve que peu de traces d'implantations humaines. C'est seulement après 1016, quand les flottes de Gênes et de Pise eurent vaincu les pirates et sécurisé les côtes ligures, que des habitants, venus des vallées intérieures, se sont installés sur la côte. Ils y trouvaient en effet de meilleures conditions climatiques pour leur culture. À l'origine, les villages étaient peuplés d'agriculteurs, et c'est ensuite qu'ils profitèrent des ressources de la mer et en particulier de la pêche. Au début du XIIIe siècle, les villages, jusqu'alors dominés par des seigneurs locaux, acceptèrent de passer sous l'obédience de la République de Gênes. Ce fut pour eux à la fois une époque de prospérité, mais aussi une période de danger du fait de la recrudescence de la piraterie ottomane. Pour y parer, les Génois construisirent une chaîne de tours de guet et de châteaux, comme celui qui domine le village de Vernazat, vers lequel le bateau se dirige maintenant. La première vision du quatrième village, Vernazat, est la haute tour du XVe siècle de l'époque génoise, qui domine le promontoire sur lequel fut construit au XIe siècle un château appelé Castrum Vernatium. Pour accéder au village, il faut contourner le cap rocheux et sa casemate afin d'arriver au petit port. Vernazat, à la différence des autres villages, est établi dans une anse abritée et dispose d'un mouillage sûr, ce qui explique son importance pour la République de Gênes. L'église, du début du XIVe siècle, de style gothique, est dédiée à Marguerite d'Antioche. Elle est située en face du promontoire portant le château. Construite en pierre locale noire, elle évoque une forteresse par son austérité. Seul le clocher apporte un peu de fantaisie à la sévérité de son architecture. Passé le front de mer où s'agglutinent les bars et les touristes, on peut apprécier, en se promenant, le calme et la quiétude des ruelles constituant le village. La montée au château permet de constater l'excellence de la position de la tour qui domine toute la côte. Par contre, le château primitif est complètement arasé. De l'esplanade du château, on peut aussi admirer la belle vue dont on dispose sur le village, resserré de part et d'autre de sa rue principale. Nous quittons maintenant Vernazat pour gagner le dernier site des Cinque Terre, Monte Rosso. Monterosso est établi sur un fond plat de larges vallées. Le bourg comporte une plage qui en fait plus une station balnéaire qu'un village traditionnel. Il garde néanmoins de son passé quelques éléments du rempart qui entourait la ville et en particulier une haute tour de surveillance construite par les Génois et devenue le clocher de l'église.
Le centre-ville comporte une église dédiée à Saint Jean-Baptiste, datant du XIIIe siècle. Elle est de style gothique génois, avec des murs de façade alternant le marbre blanc et la serpentine foncée. Le style gothique génois se retrouve aussi au niveau des colonnes et des arcades encadrant la nef. Non loin de là, un autre édifice religieux, l'oratoire de la confraternité de Néry, construit au XVIIe siècle, associe une façade du gothique génois et un intérieur baroque. Pour retrouver l'ambiance des villages des Cinque Terre, il faut quitter les rues touristiques surpeuplées et errer au gré de sa fantaisie dans les étroites ruelles bordées de hautes maisons aux murs colorés. Sur un promontoire dominant le bourg se dresse une tour génoise rappelant qu'au XVe siècle, l'ensemble de la côte ligure était possession de la République de Gênes.